Bonjour à tous, merci d'être venus assister à cette table ronde Algérie-France, quelle diplomatie pour réconcilier les mémoires, qui est co-organisée par le Forum mondial Normandie pour la paix et par le magazine l'Obs. Donc pour répondre à cette question qui reste de façon très puissante d'actualité 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Driancourt, diplomate, ancien ambassadeur à Alger, qui a écrit récemment L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger. Benjamin Stora, historien, qui est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, dont les derniers en date, Passion douloureuse, qui est tiré du rapport rendu à l'Élysée, à la demande de l'Élysée en janvier 2021 sur la réconciliation des mémoires de la guerre d'Algérie et de la colonisation en Algérie, et qui est aussi le co-auteur et l'auteur de nombreux documentaires, dont C'était la guerre d'Algérie, qui va passer sur LCP du 3 au 6 octobre. Et enfin, tout à ma droite, Rachid Arabe, journaliste, ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, et qui est à l'origine d'un projet qui va être lancé le 15 octobre, qui est une sorte d'Arte franco-maghreb, qui s'appelle Plume, plateforme Union Média Méditerranée, voilà, et qui seront donc des programmes visibles des deux côtés de la Méditerranée. Donc, comme vous le savez, on a fêté cette année le 60e anniversaire des accords d'Évian, du cessez-le-feu, qui ont conduit à l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet. Et donc, plus d'un siècle, un demi-siècle a passé, 60 ans, c'est 3 générations. Et pourtant, les relations entre la France et son ancienne colonie, l'Algérie, se sont peu calmées, on peut dire. Donc ça s'inscrit dans un contexte donc de l'ancien empire colonial français, qui était le deuxième empire le plus important au monde après celui de la Grande-Bretagne, et dans le contexte de cette colonie très particulière, l'Algérie, qui était à la fois très proche géographiquement, qui était la seule colonie de peuplement avec la Nouvelle-Calédonie, qui était composée de 3 départements, qui ont été rattachés à la France avant même Nice et la Savoie, et qui ont été marqués par une colonisation très longue, 132 ans, avec une guerre qui a aussi été la plus violente et la plus longue de toutes les guerres de décolonisation, qui a duré donc 8 ans. Donc effectivement, dans ce contexte historique lourd, on peut comprendre que les relations aient été un peu mieux ou un peu moins bien, un peu plus tendues, un peu moins tendues au cours de ces 60 ans, mais qui n'ont jamais été réellement apaisées. Donc première question, c'est à vous, Xavier Driancourt, que je vais la poser. Donc vous avez été ambassadeur 2 fois à Alger, de 2008 à 2012 et de 2017 à 2020. Vous avez donc, qui est déjà un record pour un ambassadeur en Algérie. Et autre record, c'est la durée de l'exercice de vos fonctions de l'autre côté de la Méditerranée, puisque vous avez passé presque 8 ans. Comment vous qualifieriez aujourd'hui les relations entre la France et l'Algérie? Il y a eu le voyage d'Emmanuel Macron le 25 août, qui était le premier voyage en Algérie de son nouveau quinquennat, mais le deuxième de sa fonction de président, puisqu'il y avait déjà été en 2017. Où en sont aujourd'hui donc les relations entre la France et l'Algérie? Merci, bonjour à tous. D'abord, je crois que c'est intéressant d'avoir un regard sur l'Algérie entre un historien, un journaliste et un diplomate, ou 2 journalistes et un historien et un diplomate, parce que finalement, nous avons un regard croisé et différent sans doute sur beaucoup de choses concernant l'Algérie. Alors, pour répondre à votre question, je crois que c'est difficile de qualifier les relations franco-algériennes ou de dire qu'elles sont bonnes ou qu'elles ne sont pas bonnes. Dans les 2 cas, on mécontenterait quelqu'un. Je crois que ce qui caractérise vraiment les relations entre les 2 pays, c'est que ce sont des relations un peu comme la bourse. Il y a des périodes haussières et des périodes baissières depuis 1962, il y a eu la période Chirac qui a été d'abord haussière et puis à la fin avec
l'échec du traité d'amitié en 2003, le vote de la loi de 2005 sur la colonisation a été une période baissière. La période de Mitterrand avait été également compliquée avec des hauts et des bas. Et le dernier quinquennat, le quinquennat qui vient de se terminer d'Emmanuel Macron, a connu lui aussi des hauts et des bas. Il a commencé à la vitesse grand V avec ses déclarations en tant que candidat, son voyage à Alger en décembre 2017. Et puis après, il y a eu toute une série d'événements, et notamment la chute le Irak et la chute de Bouteflika, et une deuxième fin de mandat qui a été beaucoup plus compliquée, une fin de mandat qui a été beaucoup plus compliquée. Et puis là, on est à nouveau dans une période haussière avec le voyage qu'il a fait il y a 15 jours à Alger. Donc voilà, les relations franco-algériennes, elles redémarrent. On verra après si on reste sur une période haussière ou si il y a une stabilisation ou si à nouveau il y a un incident. Je crois que la caractéristique aussi de ces relations, c'est que la moindre chose peut enflammer la relation franco-algérienne. Et enfin, dernière chose, mais qui me paraît, moi, le fil conducteur de notre relation avec l'Algérie et de la relation de l'Algérie avec la France, c'est que dans les deux cas, c'est à la fois de la diplomatie, mais aussi de la politique intérieure. C'est-à-dire qu'en France, on peut parler de l'Ukraine ou de Hong Kong, on parle d'un objet diplomatique. Mais quand on parle de l'Algérie, on parle politique étrangère, diplomatie, mais on parle aussi, pour des tas de raisons sur lesquelles on va revenir, la colonisation, l'histoire, l'immigration, on a aussi un aspect de politique intérieure. Donc, pour les hommes politiques français, pour les responsables politiques, c'est très difficile de faire l'équation, l'équilibre entre politique étrangère et politique intérieure. Et c'est la même chose en Algérie, où la France, c'est à la fois de la politique étrangère, mais c'est aussi de la politique intérieure algérienne. Voilà. Alors Benjamin Stora, vous avez rendu un rapport à la demande de l'Élysée sur la réconciliation des mémoires de la France et de l'Algérie par rapport à la période coloniale et par rapport à la période de la guerre d'Algérie. C'est là une initiative assez inédite en France qui a été faite de la part d'un président qui, pour la première fois sous la Ve République, n'était pas né à la fin de la guerre d'Algérie. Vous considérez que le quinquennat d'Emmanuel Macron, de quelle manière il s'inscrit par rapport au précédent quinquennat? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a des pas supplémentaires qui ont été faits? Comment vous voyez les choses? On ne peut pas dire que rien n'a été fait sous Emmanuel Macron dans la question mémorielle, c'est pas possible, parce qu'il y a quand même eu un certain nombre de gestes qui ont été réalisés, notamment à la suite de mon rapport, qui m'avait été demandé par le président de la République. Une précision, c'est que ce type de rapport qui touche à l'histoire n'est pas, disons, exceptionnel en France. Il y a eu déjà le rapport de René Raymond, par exemple, sur l'Église, le rapport d'Henri Rousseau sur la question de Vichy et du révisionnisme, le rapport récent de Vincent Duclercq sur le Rwanda. Donc il y a eu, disons, dans l'histoire française récente, énormément de rapports. Je dis cela parce qu'on a le sentiment comme ça qu'il y a une exceptionnalité de la demande d'un rapport. Non, c'est... Pour l'Algérie. Alors pour l'Algérie, oui, effectivement, c'est la première fois qu'il y a eu cette volonté de mettre sur la table un certain nombre de choses, parce que la question de l'histoire et de la mémoire joue un rôle absolument énorme dans les rapports franco-algériens. Ça a été dit en introduction, 132 ans de présence française, le rattachement administratif de l'Algérie à la France, puisque ce territoire était gouverné, dirigé par le ministère de l'Intérieur et non pas par le ministère des colonies, ce qui est une très grande différence avec toutes les autres colonies à l'époque, hein, le Maroc, la Tunisie, l'Indochine ou le Sénégal. L'Algérie, c'était la France, c'était des départements français. Donc c'est quand même, par conséquent, un type de relation très, très particulier qui va s'installer entre ces deux pays, entre l'État algérien indépendant et la France. Donc la question de la mémoire joue un rôle très, très important sur la façon de conduire les affaires politiques, les affaires publiques.
aucun des présidents de la République n'avait véritablement osé s'attaquer à cette question. Encore que, il y a eu la volonté de Jacques Chirac de faire un traité d'amitié qui a échoué. Rappelez pour quelle raison il a échoué. Il a échoué parce qu'à un moment donné, il y a eu le vote par l'Assemblée nationale française de la loi dite de colonisation positive. Et à ce moment-là, bien sûr, les Algériens n'ont pas pu accepter ce type de déclaration. Donc sur Chirac, il y a eu quand même cette volonté d'essayer d'avancer. Sarkozy a essayé aussi d'avancer parce que il a fait un discours à Constantine en 2008, passé un peu inaperçu, où il avait condamné la colonisation de manière très nette, vraiment de manière radicale presque. Hein. Les mots utilisés par Sarkozy à Constantine sont passés inaperçus parce que malheureusement pour lui, il avait fait un discours à Dakar qui a effacé le discours de Constantine. Moi, je ne reviens pas sur le discours de Dakar. Vous pouvez rappeler les mots qui avaient été prononcés sur l'homme africain qui n'est pas rentré dans l'histoire. L'homme africain n'est toujours pas rentré dans l'histoire. Alors évidemment, on n'a retenu que ce discours en oubliant le discours de Constantine de 2008. Donc il y a eu cette volonté, disons, d'essayer d'avancer. Du côté de Hollande aussi, il a fait un discours en 2012 à l'Assemblée nationale algérienne. Xavier Drancourt, je crois, était ambassadeur, je crois, à cette époque-là. Donc il y a eu ce discours de François Hollande. Mais il faut dire les choses, c'est que tous ces discours qui ont été prononcés ne se traduisaient pas par des actes concrets. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'actes véritablement effectifs. Il y avait beaucoup de paroles, beaucoup de mots, beaucoup de discours qui n'allaient pas d'ailleurs jusqu'à la reconnaissance d'excuses formulées par la France sur la question coloniale. Mais le saut qui a été accompli sous Emmanuel Macron, c'est la volonté de traduire en actes la question de ce qu'a été la colonisation. D'où la première mesure qu'il prend sur la reconnaissance de l'assassinat de Maurice Audin, qui est un militant communiste qui a été assassiné en 1957 pendant la bataille d'Alger, puis ensuite la reconnaissance de l'assassinat du militant nationaliste Ali Boumengel qui a été assassiné en 1957 en recevant ses petits-enfants, disons, à l'Élysée, l'ouverture des archives très large. Les historiens je parle des historiens sérieux qui vont aux archives, pas ceux simplement qui écrivent des pétitions, mais ceux qui vont dans les archives savent que c'est assez largement ouvert maintenant et qu'il y a énormément de choses qu'on peut regarder. Il y a eu aussi le fait qu'il est allé se recueillir à la mémoire des travailleurs algériens qui avaient été tués le 17 octobre 1961. Il est allé au pont de Bezons, puisque c'est la première fois qu'un président de la République allait se recueillir à la mémoire, disons, de travailleurs algériens tués pendant la guerre d'Algérie. À ma connaissance, ça ne s'était jamais produit. Il y a eu la remise en fonction d'une commission mixte franco-algérienne sur le plan militaire, sur le problème des essais nucléaires. Donc ça aussi, c'est nouveau. C'est cette année que les militaires responsables des deux pays se sont mis à travailler à nouveau ensemble sur la question de la réparation et de l'indemnisation possible des populations concernées par les essais nucléaires français qui ont eu lieu entre 1960 et 1966. Ça aussi, c'est un aspect entièrement nouveau de la coopération, disons, entre la France et l'Algérie. Il y a d'autres aspects. Par exemple, il y a une bourse d'études qui a été mise en place pour faire venir des chercheurs algériens, la bourse dite André Mandouze, qui a été donnée à 15 chercheurs algériens pour venir travailler en France, aussi sur les archives d'ailleurs. Ça a été mis en œuvre. Un grand colloque s'est tenu aussi à l'Institut du monde arabe sur les figures françaises qui s'étaient opposées à la guerre d'Algérie, c'est-à-dire toutes les grandes figures intellectuelles françaises dont on parle dans le fond assez peu, de Pierre Vidal-Naquet à Gisèle Halimi, mais aussi Raymond Aron, qui était opposé à la guerre d'Algérie, bien sûr Albert Camus, bien sûr Germaine Tillon. Bref, un grand colloque qui s'est tenu pendant 2 jours sur ces figures françaises qu'il ne faudrait surtout pas oublier, parce que malheureusement, dans les reconstructions de récits historiques aujourd'hui, on a une vision très binaire de la chose, comme s'il y avait 2 camps opposés de manière irrémédiable, alors qu'il y a des Français qui s'étaient opposés à l'histoire de l'Algérie. Et puis il y a eu aussi des discours en direction des harkis, des discours aussi en direction des Pieds Noirs, avec la fusillade du 26 mars 1962 de la rue d'Isly. Donc ce sont quand même beaucoup de gestes, beaucoup de discours aussi, qui ont été prononcés en l'espace de 2 ans seulement. Ce qui fait qu'en l'espace d'1 an ou 2, il a été fait sur la guerre d'Algérie beaucoup plus qu'en 60 ans. Parce que sous De Gaulle, évidemment, il n'y avait pas eu grand-chose. Sous Pompidou,
pratiquement rien, sous Giscard, rien. Et sur Mitterrand, je dirais rien, mais ce rien ne veut pas dire grand-chose parce que Mitterrand a parlé de l'Algérie en réhabilitant les 4 généraux putschistes d'avril 61 et en leur redonnant les grades, pensions et décorations. Ça, c'est quand même pas mal. Parce que Mitterrand, il faut que vous le rappeliez, était en poste au moment de la guerre d'Algérie, donc à l'intérieur et à la justice, où il a eu une action particulière. Il était garde des Sceaux en 1957, pendant la bataille d'Alger, c'est-à-dire au moment où Maurice Audin a été enlevé et assassiné, et au moment où Ali Boumendjel aussi a été assassiné. Donc, vous voyez, il n'y a pas eu grand-chose qui avait été fait sous la longue période de François Mitterrand. Donc, par conséquent, il y a une accélération. On ne peut pas nier cette accélération. Maintenant, le problème, et on y reviendra, je pense, dans la discussion, je ne vais pas être trop long, hein, pas monopoliser la parole. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a deux questions qu'il faut aborder. La première, c'est dans le fond ce qui reste encore à faire. Il y a plein de choses encore dans mes préconisations qui n'ont pas été réalisées. Par exemple, la panthéonisation de Gisèle Halimi, que j'avais proposée, n'a pas été réalisée. Il y a aussi la question des disparus, qui n'a pas été véritablement aussi poussée à son terme. Il y a la question des enlèvements d'Européens à Oran aussi, qui n'a pas été véritablement traitée sur ces questions-là. Donc il reste encore pas mal de questions à traiter, qui restent à faire. Puis il y a une deuxième grande question, c'est le problème des excuses. Parce que c'est un préalable qui a été posé, notamment par les autorités algériennes, mais pas seulement, aussi à l'intérieur de la société. Moi, ma position, telle que je l'avais exprimée dans le rapport, était très simple. C'était qu'on ne peut pas comprendre et traiter ou réparer 132 ans d'histoire par un seul discours. La preuve, c'est qu'il y a eu plein de discours. Ma position à moi, c'était de mettre en œuvre un travail pédagogique très profond à l'intérieur de la société, en procédant par identification possible sur des acteurs précis, avec des actes particuliers tels que ceux qui ont déjà été accomplis, et donc un travail pédagogique qui passe y compris par les manuels scolaires, bien sûr, par la production de films, de documentaires, etc. Bref, commencer un travail sur la colonisation, parce que la colonisation, son histoire et les traces laissées ne concernent pas uniquement l'Algérie, mais concernent un ensemble beaucoup plus vaste de l'ancien empire colonial français. Et dans le fond, toute la discussion qu'on doit et qu'on peut avoir en France, c'est que la question coloniale a fabriqué le nationalisme français. La question du nationalisme français est inséparable à mes yeux de ce qu'a été la colonisation française tout au long du 19e et 20e siècle. Ce qui fait qu'il ne faut pas, à mon sens, rester exclusivement prisonnier du tête-à-tête, du face-à-face entre la France et l'Algérie, mais peut-être aussi réfléchir ou élargir sur d'autres zones géographiques et sur d'autres temporalités. Cette question-là, associer bien sûr les historiens de toute une série de pays qui ont été touchés, frappés par la colonisation. Bien sûr l'Afrique, ça c'est évident, bien sûr au Maghreb, le Maroc, la Tunisie. Donc il faut élargir, réfléchir à la possibilité d'associer un certain nombre d'intellectuels, d'historiens, à une réflexion d'ensemble, disons, sur cette question-là. Alors, je terminerai en disant que dans le dernier voyage à Alger, il y a la proposition d'une commission conjointe qui a été proposée par les deux présidents pour essayer de mettre en œuvre précisément cette forme d'écriture d'une histoire, non pas qui soit commune, mais qui permette au moins de rassembler les éléments pour l'écriture d'une histoire. Pas dans l'immédiat une histoire commune, c'est pas possible. Les perceptions, les représentations liées à cette histoire sont trop différentes. On en parlait tout à l'heure avec mon ami Rachid à table. Nous ne pensons pas qu'il y a la possibilité d'une écriture d'histoire commune dans l'immédiate. Peut-être dans une dizaine de générations, je ne sais pas, mais dans l'immédiate, je ne crois pas. Donc, la question centrale de cette commission d'historiens mixte, c'est de rassembler les documents et les questions autour de la colonisation. C'est-à-dire de livrer au grand public et de dresser une sorte d'inventaire d'archives, de questionnements, de sujets, d'objets d'études. Et donc, c'est un travail commun, mais pas forcément une écriture d'histoire commune. C'est ça le sens de cette commission qui, pour l'instant, n'a pas encore abouti sous la forme d'une liste de noms. Il n'y a pour l'instant pas... Elle en est où, là, voilà. actuellement? Pour l'instant, elle est au stade de la proposition. Il n'y a pas de réalisation effective. Voilà. Donc, Benjamin Stora, vous avez abordé la question des excuses. Vous, Rachid Arabe, vous êtes né en Kabylie, vous êtes franco-algérien, vous avez la double nationalité.
Et donc, vous avez réfléchi à une dimension un peu plus personnelle de ces relations d'État à État, et qui donc concerne aujourd'hui, 60 ans après la fin de la guerre, 3 générations qui se sont succédées. Quelle est votre position, vous, par rapport à une demande d'excuses et par rapport à des excuses et par rapport à un pardon? Merci de m'accueillir et bonjour à tous. Je ne suis pas diplomate, je ne suis pas historien, ça ne vous a pas échappé. Je suis un citoyen. Et quand je vois l'intitulé de l'ensemble du week-end, c'est Forum mondial pour la paix, je suis surpris, je ne qualifierai pas, du fait que l'on continue de se poser la question de la paix entre la France et l'Algérie, d'une certaine façon, en montant ce débat. Ça, c'est ma petite réflexion personnelle, c'est bien la preuve que le problème existe encore. Effectivement, je vais essayer d'apporter mon regard à hauteur d'homme. Encore une fois, pas d'historien ni de diplomate. À hauteur d'homme, d'abord parce qu'un enfant né en Kabylie, effectivement, qui s'est retrouvé en France, qui est né français, qui s'est retrouvé en France pendant la guerre d'Algérie, qui est devenu algérien sans le savoir en 62, qui est resté algérien par la suite, un peu par défi vis-à-vis de la façon dont on traitait le jeune garçon que j'étais, qui était devenu étudiant. Je suis resté algérien jusqu'en 1992, je suis redevenu français en 92, et je le dis sous le sourire de Xavier, j'ai très longtemps été contre le principe même de binationalité, parce qu'il me semblait être un confort dont je n'avais pas besoin, et j'ai relativement récemment repris les 2 nationalités. Je vais vous expliquer pourquoi il me semble que c'est la responsabilité individuelle qui est aujourd'hui en compte. Pour la paix, dans paix, moi je vois apaisement. Et l'apaisement, je le vois à titre personnel tout d'abord. Mon itinéraire personnel m'a permis d'être apaisé entre mes 2 pays qui ont été en guerre si longtemps et qui ont continué une guerre larvée par la suite. Donc à mon âge, je pense être arrivé à une forme d'équilibre, même si de temps en temps il y a des blessures qui se réveillent. Ma grosse préoccupation, ce sont les générations à venir. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que les générations qui ont été directement concernées par la guerre d'Algérie, je ne parle pas de la période coloniale, mais les générations qui ont été concernées par la guerre d'Algérie disparaissent au fur et à mesure. C'est tout simplement la loi de la nature. Et ce qui m'inquiète, c'est que les générations qui viennent après portent encore cette mémoire d'une façon assez étonnante, qui a été transmise d'abord pendant des années dans le silence absolu des 2 côtés, du côté des enfants d'immigrés où on ne racontait rien, et de l'autre côté également où on ne racontait rien. Et aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est que la 3e ou 4e génération, les petits-enfants d'eux, qui se réapproprient cette histoire, avec tous les risques de révisionnisme historique que ça suppose. Mais donc, l'espoir d'une paix par disparition des belligérants a disparu d'une certaine façon. Le défi qui est devant nous pour la question des relations France-Algérie, c'est de savoir comment on gère ça avec les jeunes générations qui n'ont pas connu cette période-là et qui doivent d'une certaine façon, non pas la régler, mais essayer de l'aborder autrement. Elles n'ont pas combattu, mais quand on regarde, et j'ai assisté, c'était une des préconisations du rapport de mon ami Benjamin, la création d'un espace où un certain nombre de jeunes issus de cette histoire-là, hein, que ce soit des enfants d'immigrés, des enfants de rapatriés, des enfants de militaires, ont été réunis dans un groupe qui a notamment travaillé sous la présidence du président de la République et de ses services. Je suis allé 1 ou 2 fois à ces échanges où il y avait des jeunes enfants, pour moi des enfants, hein, qui pourraient être mes enfants, de 25 à 35 ans. Et quand je les entendais parler de la guerre d'Algérie, j'avais l'impression que le conflit se rouvrait, qu'il ne se terminait pas. Et ça, c'est une préoccupation pour moi extrêmement inquiétante. Je crains que le temps n'efface pas les choses. Et pour essayer de répondre aussi à la question des excuses, je vais m'excuser auprès de qui? De mon bras droit ou de mon bras gauche? Je ne sais pas. Je vais demander pardon à qui? À la France ou à l'Algérie? Donc, moi, je ne veux pas me laisser enfermer dans ces choses-là. Je comprends qu'au niveau des peuples, au niveau des États, on puisse poser la question d'une façon aussi générique, mais je pense que si on regarde ces questions au niveau de l'être humain, je crois que c'est à chacun d'entre nous d'essayer d'apporter sa réponse en fonction de son parcours.
et ensuite d'essayer de proposer des solutions. Mais je vous en dirai peut-être un mot tout à l'heure quand je vous dirai ce que j'essaye de faire pour justement essayer de m'adresser à ces générations-là, non pas pour leur dire de ressasser l'histoire, mais peut-être parfois essayer de la dépasser. Alors Xavier Derencourt. On a abordé la question des excuses, du pardon, qui reste un hiatus entre les deux pays. Vous écrivez très justement dans votre livre l'énigme algérienne, que dans les relations diplomatiques, donc il faut être deux, et il faut que les deux aillent au moins dans un objectif commun. Est-ce qu'aujourd'hui, comment vous considérez l'attitude de l'Algérie aujourd'hui? On avait vu que le rapport de Benjamin Stora, rendu donc en janvier sur la réconciliation des mémoires, avait été accueilli de manière relativement froide de l'autre côté de la Méditerranée. Tout ce qui concernait le travail des historiens aussi n'est pas forcément tout le temps facilité aussi, y compris pour les historiens algériens de l'autre côté de la Méditerranée. Comment vous qualifieriez aujourd'hui l'attitude de l'Algérie? Est-ce que y a une sorte d'ouverture quand même vers une réconciliation ou pas des mémoires, nonobstant donc ce problème qui reste épineux de la question des excuses? Comme l'a rappelé Benjamin Stora tout à l'heure, il y a eu plusieurs étapes dans ce travail de mémoire. Il y a eu l'importante étape de 2003. Je crois qu'il y avait vraiment une fenêtre de tir, si je peux dire, en 2003, entre Chirac et Bouteflika, qui se connaissaient, qui s'appréciaient. Et le projet de traité d'amitié était, je ne dis pas sur le point d'aboutir, mais il y avait une ambition commune, et en tout cas une ambition très forte du président français de refaire un peu ce qu'on avait avec l'Algérie, ce qu'on avait réussi avec l'Allemagne, toutes choses étant égales par ailleurs. Il y a eu ensuite donc la loi de février 2005 et surtout l'amendement Van Est du 27 février 2005, donc sur les, entre guillemets, les bienfaits de la colonisation. Et c'est finalement à partir de ce moment-là, sauf erreur, Benjamin Stora me corrigera, mais c'est à partir de ce moment-là, finalement, qu'on est passé de la mémoire à la notion de repentance ou d'excuse. J'ai l'impression que cette notion d'excuse et de repentance, ou cette exigence d'excuse et de repentance, est venue sur la table après la loi de 2005. Et alors, ça a été, comme tous les excès, ça a été instrumentalisé de part et d'autre. Le FLN, à l'époque, en Algérie, avec l'ancien Premier ministre, dont j'ai oublié le nom, Belradem, a fait de la repentance une espèce de fonds de commerce, en quelque sorte. Et du coup, la notion de mémoire, d'histoire, de lecture de l'histoire, la notion de mémoire au singulier et au pluriel est passée derrière, est venue derrière la notion de repentance et d'excuse. Et aujourd'hui, la question de la mémoire est cachée ou occultée par cette notion de repentance. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le rapport de Benjamin Stora, qui était un rapport extrême. Au départ, je crois que c'est un rapport à deux voix avec un homologue algérien qui n'a pas beaucoup contribué au rapport, qui n'a pas beaucoup parlé ou pas beaucoup écrit, encore moins. Du coup, il y a eu une abstention, un silence pesant du côté algérien vis-à-vis du rapport Stora. Et maintenant, on repasse à une autre étape qui sera cette commission d'historiens. Donc, on va voir si là, il pourra y avoir un travail commun. Il va falloir trouver des historiens du côté français, du côté algérien, des historiens indépendants, et puis ne pas à nouveau instrumentaliser l'histoire. Je crois que ça va être, c'est le début d'un chemin difficile. Et puis, chose importante aussi, on a beaucoup parlé de repentance ou d'excuses à propos de la guerre, mais là, on va ouvrir la voie à une discussion sur la colonisation, donc depuis 1830, avec des chapitres complètement
inédit dont on n'a jamais parlé ou très peu avec les Algériens. Alors Benjamin Stora, en France aussi, les résistances ont été assez vives par rapport à votre rapport. Il a été critiqué par l'extrême droite traditionnellement, mais aussi par une partie de la droite. Certaines de vos préconisations, comme la panthéonisation de Gisèle Halimi, qui était donc l'avocate pendant la guerre d'Algérie de militants indépendantistes, notamment du MNA, a été vivement critiquée, au point que l'Élysée, qui avait envisagé cette mesure, a reculé. Comment vous analysez aujourd'hui ces résistances ? On dit donc qu'il y a à peu près 5 millions de résidents en France qui ont un lien avec l'Algérie, qu'ils soient issus de l'immigration, franco-algériens, descendants de pieds noirs, anciens soldats de la guerre d'Algérie, harkis. Comment toute cette population qui reste divisée par des mémoires contradictoires et douloureuses peut peser sur l'avancée dans une réconciliation entre la France et l'Algérie? Oui, effectivement, ça a déjà été souligné par Xavier Driancourt. La question franco-algérienne est aussi, et peut-être même surtout, une question très franco-française. Comme d'ailleurs la guerre d'Algérie, à un moment donné, était très franco-française. À la fin de la guerre d'Algérie, il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de personnages qu'on retrouvera 60 ans plus tard qui ont voulu assassiner le général de Gaulle. Hein, toutes ces histoires ont des traces très longues dans la conscience historique française. Donc une histoire franco-française précisément parce que les populations concernées par toutes ces relations franco-algériennes sont considérables, bien sûr. Vous avez oublié dans l'énumération, chère Nathalie, un groupe, parce qu'il ne faut jamais oublier un seul groupe. Quand on parle de l'Algérie, quand on oublie un groupe, automatiquement dans la salle, il y a quelqu'un qui... Mais attention, vous avez oublié deux. Alors ce groupe qui est le plus important, c'est les soldats. Je l'ai dit. Ah, vous l'avez dit, les appelés? Ah bon, les soldats, oui. Les appelés. Pour les appeler, parce que les appelés... 1 million d'appelés. Un peu plus. Un peu plus. Parce que les jeunes soldats français qui sont partis combattre en Algérie, au démarrage, c'était ce qu'on appelait des rappelés, des réservistes, simplement. On a fait appel aux réservistes dans un premier temps. Je ne sais pas pourquoi ça rappelle d'autres histoires. Donc on a appelé les réservistes, et puis les réservistes n'ont pas suffi. Donc on a fait un appel à la mobilisation générale, en fait, de tous les appelés, c'est-à-dire de tous les jeunes hommes, nés entre 1932 et 1943, sont partis en Algérie. C'est-à-dire tous les hommes en France qui sont nés entre 32 et 43 sont allés en Algérie. Et ils y ont passé 18 mois, 20 mois, 30 mois. C'est considérable. C'est-à-dire qu'énormément de familles françaises ont été touchées par cette histoire de guerre d'Algérie. Les mères, les fiancés, les épouses, les frères, les pères, enfin, les enfants, tous ces gens-là ont été touchés par la guerre d'Algérie. Et au total, et in fine, on estime aujourd'hui, par le travail historique, je pense par exemple au travail qu'a fait Tramor Kemener, qui me racontait ça cette semaine, en fait, au total, il y a 2 millions de jeunes Français qui sont partis en Algérie. C'est colossal. 2 millions entre 1955 et 1962, bien sûr. Et il y avait en permanence sur le territoire algérien 405 000 hommes, en permanence. Et au total, plus de 2 millions de jeunes Français sont partis en Algérie. C'est considérable. Et d'ailleurs, c'est ce qui va expliquer en grande partie le poids de l'opinion publique française pour en finir avec la guerre d'Algérie. Sinon, la position du général de Gaulle est littéralement incompréhensible. En fait, il a pris la mesure de ce que représentait ce poids des 2 millions de soldats français pour commencer à dire « nous ne pouvons pas rester sur une position qui serait celle de l'intégration ou même de l'association. C'est plus possible ». Et donc, progressivement, sa position a évolué sous la pression de l'opinion publique française pour parvenir, disons, à la position, comme on le sait, des négociations et de l'indépendance. Mais ce faisant, il a ouvert une crise dans le nationalisme français, une crise profonde, profonde, et y compris dans l'armée française, profonde. Des centaines d'officiers supérieurs se sont opposés au général de Gaulle dans le putsch d'avril 61, contrairement à la légende qui consiste à croire qu'il n'y avait que quelques généraux félons qui avaient trahi. En fait, pas du tout. Il y a près de 800 officiers supérieurs français ont été mis aux arrêts, ont été chassés de l'armée. C'est colossal. C'est-à-dire que la fracture interne à l'État français a été considérable. Si je mentionne tous ces points d'histoire,
c'est pour vous dire que les lignes de fracture, les continuités ou discontinuités mémorielles ne peuvent pas s'effacer d'un coup, dès lors qu'elles ne sont pas assumées, qu'elles ne sont pas reconnues, qu'elles ne sont pas dites de manière explicite. Et par conséquent, le travail de la pédagogie en direction de tous ces groupes est considérable. Alors bien sûr, vous avez cité naturellement les Européens d'Algérie, bon, 1 million à peu près, et il ne faut pas oublier que parmi ces Européens d'Algérie, il y en a certains qui ont essayé de rester en Algérie après l'indépendance, beaucoup plus qu'on ne croit. Près de 200 000 sont restés en Algérie après l'indépendance et ont quitté ce pays en 65, après le coup d'État, en 71, etc. Donc cela aussi compte dans la mémoire collective française. Il y a bien sûr aussi les immigrés algériens en France. Je ne sais pas si vous avez cité les immigrés. Je les ai cités. Bon, d'accord. Merde. Non, Nathalie, on se connaît depuis longtemps. Et elle a joué un très grand rôle aussi dans la... J'en profite, puisque j'ai le micro. Elle a joué aussi un très grand rôle avec son journal L'Obs sur la question de Maurice Audin. Hein, elle a été presque une cheville ouvrière de cette bataille pour la reconnaissance par la France de l'assassinat de Maurice Audin. Je ferme la parenthèse. On a par conséquent les immigrés, dont le nombre va être multiplié par 2 pendant la guerre d'Algérie, puisqu'on va passer de 200 000 à 400 000 entre 54 et 62. C'est considérable. Et puis, n'oublions pas un aspect, alors là je suis certain que Nathalie ne l'a pas cité, c'est le nombre d'Algériens qui ont quitté l'Algérie après 62. Entre 1962 et 1974, ce chiffre n'a jamais été évoqué, 1 million d'Algériens ont quitté l'Algérie. Entre 62 et 74, ce n'étaient pas des pieds noirs, ce n'étaient pas des harkis, c'était des Algériens qui ont quitté l'Algérie entre 62 et 74. Il suffit de regarder les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur pour voir ce chiffre qui passe de 62 à 74 à près d'1 million, ce qui va obliger le gouvernement français à restreindre et à modifier quelque part les accords d'Évian, puisque ça va être sous Giscard d'Estaing qu'il va y avoir la fermeture des frontières, en fait, officielle, officielle bien sûr. Donc, toutes ces personnes, c'est-à-dire les harkis, les immigrés, les Algériens, les soldats, les appelés, etc., quand j'ai fait mon livre « La gangrène et l'oubli » en 1991, je les avais chiffrés à environ 5 millions. C'était en 1991, il y a 30 ans. Le temps passe. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus que 5 millions, parce qu'avec les descendants, dont parle Rachid tout à l'heure, c'est-à-dire les enfants et les petits-enfants, on peut facilement monter à 7 à 8 millions de personnes, et qui n'ont naturellement pas la même expérience, qui n'ont naturellement pas le même vécu, le même rapport à cette histoire, et qui compliquent naturellement, singulièrement les choses. Donc, comment faire ? Il faut déjà commencer à regarder en face cette histoire, à traiter les sujets, à les regarder. Dans le fond, c'est un début de processus qui commence. On commence un processus. Ce n'est pas une fin. Mon rapport, moi, je ne l'ai jamais conçu comme une sorte d'écriture définitive et officielle de l'histoire. Heureusement que l'histoire officielle n'existe pas. Ce n'est pas non plus le fait de considérer que, puisque tout a déjà été dit sur l'histoire, bien, il ne reste plus qu'à appliquer. Non, tout n'a pas été dit sur l'histoire. Parce que dans la mesure où les sociétés ne se sont pas emparées de cette histoire, il reste encore à écrire. Et je voudrais terminer par un aspect, je ne sais pas si Nathalie a abordé, sur les réactions politiques françaises. Elle a parlé de l'extrême droite. Louis Alliot a organisé une exposition à Perpignan contre mon rapport. C'était très bien. Bon. Il y a eu une pétition faite par les députés des Républicains, Valérie Boyer, etc., qui ont pétitionné contre le rapport. Certains ont même demandé qu'on me retire la Légion d'honneur, comment dirais-je, parce que si j'avais trahi, je ne sais quoi. Bon, c'est des réactions, dans le fond, assez convenues, assez classiques, de ceux qui vivent dans la nostalgie de l'Empire colonial. Mais ce qui est beaucoup plus étonnant, de mon point de vue, bien entendu, c'est le silence de la gauche française sur ce rapport. Car personne, véritablement, ne s'est mobilisé sur les préconisations de ce rapport. Il n'y a pas eu de mobilisation. Sur Ali Boumengel, sur Gisèle Halimi, sur l'ouverture des je ne sais pas quoi, les essais nucléaires. La gauche française, à ma connaissance, n'a pas organisé de pétitions, de meetings, de protestations, de ce qu'on voudra. Vous voyez, il y a le côté muet aussi. Il n'y a pas que le côté prise de position explicite. Dans le fond, j'aime bien les prises de position explicites parce qu'on peut les combattre. Mais c'est le côté silence, le côté muet, qui m'a beaucoup surpris. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de cette question-là, on ne l'envisage pas. Et donc, je n'ai pas été reçu par les responsables des partis politiques de gauche
du type France Insoumise, du type Parti Socialiste ou des Verts. Ils n'ont jamais demandé à me rencontrer, à discuter sur le contenu de ce rapport. Donc l'honnêteté m'oblige à dire ça. Parce qu'on ne peut pas simplement dire, voilà, il y a l'extrême droite, ils sont méchants, etc. Non, la gauche française, sur ce rapport, n'a pas dit grand-chose. Pourquoi? Mais parce que c'était Macron qui l'avait demandé. Donc on est contre Macron, tout ce qu'il fait. Donc résultat, eh bien, tout ce qui était dans le rapport, on ne l'a pas pris en compte dans le secret espoir que rien ne serait réalisé. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien, le rapport va finir dans une armoire et il ne va rien se passer. Eh non, pas de chance pour eux, car 2 ans plus tard, on s'aperçoit que sur les 22 préconisations que j'ai couchées sur le papier, 15 ont été réalisées. 15 préconisations ont été réalisées. C'est considérable. Et malheureusement, toutes ces préconisations réalisées ne l'ont pas été à la suite d'une mobilisation citoyenne. J'emploie le mot de Rachid. Le fait d'être citoyen, il a raison. Mais il n'y a pas de mobilisation citoyenne sur la question de la mémoire et de l'Algérie. Il n'y a pas de mobilisation politique consciente sur ce qui s'est passé réellement sur cette histoire. De sorte qu'on laisse effectivement les jeunes générations livrées à elles-mêmes dans la confection de récits mythologisés. Elles sont livrées à elles-mêmes. Ce n'est pas parce qu'un historien écrit un livre que ce livre automatiquement va être lu et diffusé. Non, il faut des courroies de transmission, il faut des médiations. Et c'est quoi les médiations? Eh bien, c'est la télévision, c'est les grands projets médiatiques, c'est l'appareil scolaire, c'est l'appareil éducatif. Et si vous n'avez pas toutes ces médiations qui fonctionnent, eh bien, les travaux des historiens ou les livres des historiens restent, dans le fond, un petit peu dans des placards. Alors justement, dans les travaux de médiation, il y a votre projet Rachid Arabe, donc le projet Plume ou Plume, je ne sais pas comment on le prononce, qui doit avoir de quel côté de la Méditerranée vous vous situez. En France, les gens ont tendance à dire plume, et de l'autre côté, les gens ont tendance à dire plume. Donc c'est les deux. Et donc, il doit avoir le jour le 15 octobre. Donc, expliquez-nous un peu la philosophie de ce projet, l'ambition, et en quoi, justement, à défaut de bâtir une histoire commune, il peut bâtir un socle de référence commune, en tous les cas, des 2 côtés de la Méditerranée, et pour les populations ici en France qui sont issues de l'immigration. Alors, j'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas historien, mais je vais jouer l'historien 2 secondes sur ce sujet-là, notamment parce que la première idée, celle d'un arte franco-maghrébin, franco-algérien au départ, est née de discussions avec mon ami Xavier Driancourt. Il faut rappeler que vous avez écrit un livre ensemble. Nous avons coécrit un livre avec 2 autres jeunes. Donnez-nous le titre qui est différent en France et en Algérie, parce que c'est assez significatif. Le livre que nous avons coécrit avec un jeune franco-algérien qui s'appelle Karim Bouhassoun, et un jeune Algérien qui a dû être naturalisé depuis, qui s'appelle Nasser Safer, s'appelait 4 nuances de France. Et le même texte a été publié en Algérie. Nous y avons simplement rajouté 4 nuances de France, 4 passions d'Algérie, parce que c'est un dialogue à 4 sur les questions d'actualité qui tournent autour de la relation bilatérale. Donc juste un point d'histoire, c'est vrai que j'étais parti de l'idée, après mon mandat au Conseil supérieur de l'audiovisuel, de l'idée de créer un arte qui au départ se voulait franco-algérien, à l'image de l'arte franco-allemand, qui était né dans les années 90, d'une volonté politique très claire de réconciliation par la culture et par le partage d'une meilleure connaissance l'un de l'autre. Je me suis rendu compte assez vite que c'était une fausse route. Que d'abord, d'un point de vue politique et technique, ce qu'on pouvait faire en 90 avec un arte qui a été une très belle réussite, n'était plus possible dans les années 2010-2015. Qu'il fallait plutôt se diriger vers l'espace digital, l'espace numérique, si on voulait véritablement être visible. Ça, c'est pour la partie historique et technique. Sur le contenu, ma conviction, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, je ne cherche pas à traiter les questions historiques, c'est pas mon rôle. Même si Benjamin a raison de dire que l'amplification médiatique de rapports ou de réflexions d'historiens est indispensable si on veut qu'elles irriguent les sociétés. Moi, j'ai eu la prétention beaucoup plus simple de chercher ce qui nous rapproche, ce qui nous est commun de toute façon. Et ce qui nous est commun en priorité, c'est souvent la langue, c'est beaucoup la culture. Et je me suis intéressé au fait que dans différents secteurs, notamment celui de la musique par exemple, quand on regarde attentivement ce qui fonctionne auprès des jeunes publics aujourd'hui
en France, c'est notamment le rap. Le rap est un phénomène qui est né quasi essentiellement au Maghreb et qui est devenu un phénomène français, qui ensuite est devenu un phénomène mondial. Donc c'est quelque chose qu'on a en partage aussi et dont l'histoire elle-même raconte beaucoup de choses sur les thématiques qui sont abordées, la façon de raconter une certaine histoire aussi. Le rail est également une autre illustration de mon propos. Ce sont des musiques qui ont véhiculé des histoires et qui aujourd'hui sont encore au goût du jour. Pourquoi les jeunes générations partagent-elles ça? Pourquoi un des personnages sur les réseaux sociaux les plus importants dans le monde, qui s'appelle Willy, son nom de scène c'est Dizzy Snake, pourquoi quand il fait un clip l'été dernier qui s'appelle Disco Maghreb, qui a été tourné en Algérie à partir de la musique du rail, pourquoi ce clip est vu immédiatement dans le monde entier par 80 millions de personnes? Qu'est-ce qu'on partage à ce moment-là? C'est donc ça que j'essaye de mettre en visibilité. On peut multiplier les exemples dans le monde des autres arts, dans le monde du cinéma. C'est une évidence qui saute aux yeux pour ceux qui regardent la production cinématographique française, de voir à quel point les histoires des uns et des autres se rejoignent. Et d'ailleurs, ce qui me frappe beaucoup, et c'est le cas notamment dans le secteur de la littérature, j'étais frappé, on était allés ensemble avec Xavier à un salon du livre algérien, je crois que c'était en 2015 ou 2016, et la rentrée littéraire de cette époque-là, il y avait sur les 4 ou 5 qui étaient encourables, 3 qui racontaient plus ou moins directement une histoire d'Algérie. Il y avait Alice Zeniter notamment qui racontait l'histoire de ses grands-parents. Et j'ai été frappé de voir à quel point, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ce sont les jeunes générations qui sont en train d'une certaine façon de se réapproprier l'histoire, bien parfois, souvent de façon maladroite, mais c'est une réalité, c'est un constat. Quand on voit les films de la réalisatrice Maïwenn, par exemple, qui devient tout à coup algérienne, je me dis, tiens, il y a quelque chose là qui se passe dans les jeunes générations. Je pourrais multiplier ça, c'est très visible également dans le monde du sport, où l'on assiste à quelque chose d'absolument nouveau, on ne s'en est pas rendu compte, mais quand vous regardez les équipes nationales de football des 3 pays du Maghreb, la France, la Tunisie et l'Algérie, la France, pardonnez-moi, la France n'est pas encore un pays du Maghreb, non, je ne me trompe pas, pas encore. Non, c'était pour voir si vous suiviez. Il y en a 3 qui suivent, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. On regarde les équipes nationales de ces 3 pays en football, il y a énormément de binationaux. Énormément de gens qui ont été formés très souvent en France et qui retournent défendre les couleurs du pays d'origine de leurs parents. Je pense que toutes ces choses-là, il faut qu'on les regarde parce que c'est un processus d'identification qui est nouveau. Et notamment la question de la binationalité est une véritable interrogation. Moi, j'y ai répondu d'une certaine façon à une époque, d'une autre façon aujourd'hui. Bref, ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est qu'il y a capacité de partager du contenu audiovisuel, alors sur le digital, pour ce qui me concerne, sur le numérique, à partir de ces différents secteurs, en mettant le plus possible en valeur les créations, des gens qui créent, et non pas des gens qui détruisent. Et pour moi, Plume, c'est un média d'apaisement. Il ne s'agit pas de repeindre les choses en rose, de dire tout va bien. Il s'agit juste de montrer qu'au quotidien, il y a des jeunes en Algérie, au Maroc, en Tunisie et en France, qui se battent pour créer leur propre entreprise, pour défendre une façon d'être, d'avoir une identité. Elle est souvent artistique, elle peut être sportive, il y a des tas d'autres façons de l'exprimer. Et c'est ça que je veux mettre en évidence, parce que je trouve que le climat du pays dans lequel je vis est irrespirable. Et que la dernière campagne électorale a été particulièrement nauséabonde. Quand je vois un certain nombre de responsables politiques aborder la question de ce qu'on appelle l'immigration aujourd'hui, alors que très souvent la question de l'immigration ne concerne que ceux qui viennent aujourd'hui, mais on continue de parler de l'immigration pour ceux qui sont partis comme moi il y a 60 ans. Comment on a abordé toutes ces questions-là et qui ramènent sans arrêt au fait qu'il y aurait une différence fondamentale entre les Français de souche et les Français de branche. Et je trouve ça très inquiétant pour une société qui elle-même est au bord de l'éclatement très souvent. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que plusieurs millions de Français avaient une relation plus ou moins directe avec l'Algérie, mais aussi le Maroc et la Tunisie, c'est quelque chose qui devrait nous interroger un peu plus. Ne serait-ce que parce que dans les jeunes générations françaises, moi ce qui m'inquiète, parce que je les côtoie beaucoup, c'est que très souvent elles ne savent plus qui elles sont.
elles ne savent pas si elles sont immigrées, comme on leur envoie au visage, pour la plupart elles sont nées en France, ne savent pas si elles sont algériennes. La plupart d'entre eux, quand ils essayent de s'installer en Algérie, voient bien qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils n'y ont pas les codes. Et donc j'essaie de trouver les quelques secteurs sur lesquels ça fonctionne. Et je me rends compte que l'art en est un, le cinéma en est un, la musique, et beaucoup d'autres. Vous regardez l'art de la gastronomie également aujourd'hui. Le vainqueur de Top Chef sur M6, je crois, l'an dernier, s'appelle Mohamed Cher. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un environnement, j'allais dire, sociétal qui est là, qu'il faut regarder et qu'il faut essayer de montrer. Et de même qu'il faut essayer de montrer ce qui se passe de l'autre côté. J'ai eu la chance, avec Benjamin, de participer au voyage du président de la République fin août à Alger. Ça a été l'occasion pour moi de rencontrer un certain nombre d'auto-entrepreneurs qui essayent de créer de l'emploi en Algérie. Ce sont parfois des binationaux qui essayent, ce sont même souvent des binationaux. Et je pense que ces initiatives-là mériteraient d'être un peu plus mises sous la lumière, ne serait-ce que parce que l'actualité, c'est l'ancien journaliste qui parle, fait que malheureusement, trop souvent, quand on parle de ces questions-là, on en parle en termes de conflit systématiquement. J'ai expliqué tout à l'heure pourquoi, quand Benjamin et Xavier faisaient allusion notamment à la fameuse loi de 2005, on sait bien que c'est une partie de la famille des Républicains qui a quelque part véhiculé des choses qu'elle n'avait pas vécues, mais qu'on lui avait transmises et qu'il fallait remettre au goût du jour. Et donc c'est mon petit combat personnel, mon combat de citoyen, de me dire je suis à l'aise dans les deux, je pense que beaucoup d'autres peuvent l'être, ça ne m'empêche absolument pas de me sentir profondément français, mais de me dire que à l'endroit où je suis arrivé de ma carrière et de ma vie personnelle, je pense que nous avons aussi un rôle de transmetteur et de faire en sorte que nous avons vécu dans le silence parce que nos parents ne nous disaient rien. Nous voyons bien que les jeunes ont envie de raconter quelque chose, à nous d'aider pour qu'ils le fassent bien, mais qu'ils le fassent avec leurs moyens, et notamment par, me semble-t-il, le moyen qu'ils utilisent pour s'exprimer, qui est le secteur du digital, du numérique, des réseaux sociaux, qui sont extrêmement actifs de l'autre côté de la Méditerranée, et qui sont une forme d'expression de la société civile. Alors Xavier Diancourt, vous dites, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que la diplomatie franco-algérienne était aussi un problème de politique intérieure en Algérie et en France aussi, et a fortiori en France. Et vous citiez le fait que le métier de diplomate en Algérie est particulièrement compliqué à cause de la dimension de politique intérieure liée à ce poste. En quoi c'était si compliqué et comment ça pourrait s'améliorer dans les années à venir pour votre successeur et vos successeurs à venir? Sur la deuxième partie de la question, j'ai pas beaucoup d'idées comment les choses, ça dépend de comment les choses évolueront, mais sur la première partie, c'est-à-dire pourquoi c'est difficile d'être diplomate en Algérie. Alors moi j'y suis allé 2 fois, donc j'ai été 2 fois ambassadeur, donc je suis un récidiviste en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est très difficile parce que justement il y a une dimension de politique intérieure. J'étais il y a une vingtaine d'années ambassadeur en Malaisie. En Malaisie, on n'a pas de communauté malaisienne en France. Il n'y a pas de. Ce sont les Anglais qui ont colonisé la Malaisie et les Anglais ont peut-être un problème, une question de politique intérieure avec la Malaisie, mais pas nous. Donc, je m'occupais de questions franco-malaisiennes. En Algérie, il faut s'occuper effectivement de diplomatie au sens traditionnel du terme. Pendant mon premier mandat, c'était beaucoup l'UPM, l'Union pour la Méditerranée, c'était les relations bilatérales, c'était ce qu'on pensait faire ou imaginer pour le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, et finalement, il ne s'est rien passé. Dans mon deuxième mandat, c'était la gestion de la visite du président de la République à Alger. Ensuite, c'était beaucoup la question du Hirak et puis de la succession de Bouteflika, du départ de Bouteflika, du régime
Tebboune après qu'il l'a remplacé. Donc voilà, c'est de la politique étrangère, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a toute cette dimension que rappelait Benjamin Stora, avec 7, 8, 9 millions de personnes qui en France ont un lien avec l'Algérie et qui, en plus, ne s'analysent pas de la même façon politiquement, ne votent pas de la même façon. On ne parle pas de l'Algérie de la même façon à Perpignan ou à Roubaix, ou à Marseille et à Béziers. Donc voilà, ce sont des groupes différents et pour un ambassadeur de France à Alger, surtout à une époque où les réseaux sociaux guettent, surveillent et amplifient parfois ou déforment toute parole prononcée, mes prédécesseurs et moi-même, nous nous sommes fait piéger, entre guillemets, à plusieurs reprises pour ce que nous avons dit ou pas dit, ou l'interprétation de telle ou telle phrase. Je me souviens avoir proposé dans un petit cénacle restreint en 2009 que pour le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, on pourrait faire venir quelques soldats de l'armée algérienne pour défiler le 14 juillet. C'était dans un cercle très restreint. Ça a été repris dans un petit confidentiel du Point par un journaliste informé. Et ensuite, ça m'a valu des difficultés avec des associations de rapatriés qui ont créé un site internet, demandé la démission de l'ambassadeur de France en Algérie.com. Alors que l'idée a été reprise ensuite par François Hollande, puisque je crois qu'en 2014, il y a eu quelques soldats algériens qui sont venus le 14 juillet. Donc voilà, il y a cette dimension de politique intérieure qui fait qu'il faut regarder à droite, regarder à gauche, regarder devant et regarder derrière. Et là, avec la sortie de votre livre, donc l'énigme algérienne, que vous avez été présenté il n'y a pas très longtemps à Perpignan, donc où il y a une communauté de rapatriés d'Algérie assez importante, est-ce que vous avez eu des réactions vives côté algérien ou côté français ? Non, aucune réaction. Et voilà. À ma connaissance, peut-être que les journalistes en... Non, il y a eu sur les réseaux sociaux 2, 3 trucs. Ah, mais c'est la DGSE qui a écrit ce livre. Un autre qui répondait non, c'est la DST. Un troisième qui disait la DST, ça n'existe plus. Mais non, il n'y a pas eu de réaction et le livre est même imprimé, édité en Algérie, ce qui m'a beaucoup étonné et épuisé déjà. Alors j'avais une autre question pour vous concernant le voyage d'Emmanuel Macron du 25 août. Donc vous avez évoqué la commission mixte d'historiens à la fois algériens et français. Il y a eu aussi une autre annonce qui a été faite concernant les visas. Puisque c'est aussi un point d'achoppement entre les deux pays. Sous le précédent quinquennat Macron, ils avaient été relativement restreints. Ils sont à nouveau ouverts. Est-ce que c'est une démarche importante pour vous de faciliter les visas pour les Algériens ? Mais les deux sujets... les deux sujets pour un ambassadeur, en tout cas les deux sujets dans la relation franco-algérienne, c'est la mémoire et tout ce qui tourne autour, et les visas. Ce sont les deux. Et le deuxième est une source de difficultés considérables pour tous mes prédécesseurs et le fut pour moi-même. Alors effectivement, il y a eu différentes annonces qui avaient été faites l'année dernière, vous vous souvenez, il y a exactement un an, par le ministre de l'Intérieur, de réduction du nombre de visas pour les 3 pays du Maghreb, pas seulement pour l'Algérie, pour les 3 pays du Maghreb. Là, il y a eu, je comprends, une ouverture, j'ai lu le communiqué commun, mais le chapitre, le paragraphe sur la mobilité est assez vague. Donc on dit, vous me corrigerez, mais vous étiez à Alger, donc vous pourrez compléter. On dit qu'on va délivrer davantage de visas pour les étudiants, les entrepreneurs, les jeunes, les chercheurs, les historiens, etc. Mais il n'y a pas de chiffre qui a été annoncé. Donc voilà, c'est un sujet très, très, très compliqué, les visas, parce que là encore, c'est de la politique étrangère pour les Algériens et c'est de la politique intérieure pour les Français. C'est pas pour rien que c'est le ministre de l'Intérieur qui gère cette question des visas.
Vous vouliez dire, Benjamin Stora? Donc toutes vos préconisations, sinon pour le rapport, donc là on va peut-être passer à ce qu'on peut faire, enfin un peu plus parler de ce qu'on peut faire. Donc toutes les préconisations, la majorité des préconisations de votre rapport ont été mises en place. Il y en a quelques-unes qui n'ont pas encore été mises en place. Qu'est-ce qu'il faudrait faire encore aujourd'hui pour améliorer les relations entre la France et l'Algérie, que vous préconisiez dans votre rapport? Auxquelles mesures vous tenez le plus? Moi tout seul, je ne vais pas régler. Non, mais les mesures que vous avez préconisées et auxquelles vous tenez énormément. Avant quand même une précision sur les visas, ça concerne tout le Maghreb, hein, les visas, c'est pas seulement l'Algérie, hein, parce qu'il y a une restriction aussi de la délivrance des visas pour le Maroc. Hein, il ne faut pas oublier cet aspect-là, parce que c'est important à dire dans la mesure où il y a le sentiment au sud, dans les pays du sud au sens large, d'une fermeture des frontières. Donc ça crée effectivement un sentiment d'amertume à l'égard de la France qui est très fort dans les jeunes générations. Donc il faut quand même bien mesurer aussi ce qui se passe depuis quelques années. C'est-à-dire que peut-être que dans les rapports franco-algériens, il y a aussi des effets entre guillemets collatéraux qui touchent la Tunisie et le Maroc et qui créent effectivement cette espèce d'insatisfaction, notamment dans les nouvelles générations et donc par extension sur l'ensemble du continent africain, parce qu'il y a aussi des restrictions de visa qui touchent des pays comme le Sénégal ou d'autres pays encore. Donc c'est un ensemble beaucoup plus important. La plupart des pays du continent africain. Oui. Donc ça concerne pas seulement les rapports franco-algériens, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus important en termes diplomatiques. Donc cette petite précision. Maintenant, les revendications auxquelles on peut tenir le plus, c'est bien sûr, de mon point de vue, la question de Gisèle Halimi, parce que cette femme a été une sorte de... Elle reste, à mes yeux et aux yeux de beaucoup de personnes en France, une icône du féminisme et de la bataille qu'elle a livrée pour l'IVG, contre le viol, etc. Et elle a été une anticolonialiste aussi, aux côtés de Simone de Beauvoir. Et ce serait dommage, effectivement, que la France ne fasse pas entrer au Panthéon Gisèle Halimi, parce que ça signifierait beaucoup, du point de vue de la jeune génération, précisément, dont parlait Rachid à l'instant, à la fois sur la question du féminisme et de l'anticolonialisme, qui sont des sujets très importants dans la jeune génération d'aujourd'hui. Ce sont deux questions très importantes. Voilà, ça c'est à mon sens une bataille qu'il faut mener, mais comme je le disais tout à l'heure, cette bataille, elle ne peut pas être simplement laissée au bon soin de l'appareil d'État. Encore faut-il que ce soit des revendications qui soient prises en charge sur le plan citoyen par toute une série d'associations, de partis politiques ou autres. Or, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de mobilisation, disons, sur cette question-là. Donc, vous voyez, on peut toujours revenir à ce type de questionnement et de préconisation, parce que s'il n'y a pas une mobilisation citoyenne autour des questions revendicatives mémorielles, il y a forte chance que ces questions tombent en désuétude, s'en aillent, ou alors, pire, soient reconstruites sur un plan identitaire fantasmé et qui ne correspond pas à la réalité historique. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Maintenant, la question mémorielle, on le sait, au plan mondial d'ailleurs, j'étends les choses, est une question qui touche les deux grands empires, l'Empire français mais aussi l'Empire britannique. Et ce sont des questions qui deviennent des questions diplomatiques, qui touchent des pays comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, le Canada, qui veulent sortir du Commonwealth. Je parle des populations, des peuples. On a beaucoup vu à la télévision les funérailles de la reine, mais ce qu'on n'a pas beaucoup vu, c'est tous les gens qui en avaient un petit peu marre d'appartenir à la couronne britannique et d'être toujours dans la continuité de l'empire colonial britannique. Or, moi, je le sais par différents canaux que c'est une période révolue. C'est une période qui est finie. Et donc, par conséquent, la question de la mémoire, donc du rapport qu'ont les empires à leurs anciennes colonies, est une question qui a pris une importance énorme, notamment dans les jeunes générations. Et il y a bien sûr l'empire colonial français. Il ne faut pas oublier que c'est une question qui va aussi se poser dans d'autres pays colonisés par la France. Pas que l'Algérie, bien sûr, encore que l'Algérie occupe une place très importante, mais pour ce qui se passe en ce moment en Afrique, la question coloniale est revenue de manière très puissante, avec ce qui se passe en particulier au Mali, en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas détailler la liste, mais c'est un des arguments politiques avancée contre la France, qui est la mise en accusation via l'histoire coloniale et qui est utilisée notamment par des puissances étrangères comme la Russie. Je veux dire, qui utilisent aujourd'hui de manière massive
hein, l'histoire coloniale comme un instrument politique de mobilisation aujourd'hui. Ce sont des questions très importantes. Ce ne sont pas simplement des questions qui peuvent être laissées entre les mains des seuls historiens. Et est-ce que éminemment étatique et politique. Est-ce que le nouveau jeu géopolitique au niveau mondial lié à la guerre en Ukraine et à la position peut influencer aussi on a vu le Mali se rapprocher de la Russie, l'Algérie Ça joue un rôle extrêmement important. Les questions mémorielles, l'utilisation plutôt, ou l'instrumentalisation politique des questions mémorielles joue un rôle extrêmement important dans le concert de ce qu'on appelle aujourd'hui la géopolitique. Ce n'est pas des questions annexes, ce n'est pas des questions simplement relevant du travail académique ou du travail historique, ce sont des questions devenues diplomatiques et politiques. J'ai parlé tout à l'heure de l'Empire britannique, c'est une immense question, le rapport à l'histoire coloniale pour l'Empire britannique, c'est énorme. Je veux dire, c'est tout ce qui se passe, je ne vais pas refaire la liste de tous les pays colonisés par la Grande-Bretagne, du Kenya, en passant par l'Ouganda, dans toute l'Afrique de l'Ouest, etc. On a aujourd'hui cette même discussion qui, dans les nouvelles générations, se pose. Et donc, il faut y répondre. Alors, c'est ce que la France aussi tente de faire. Il y a eu le discours de Ouagadougou, parce que c'est un discours important. Il y a le problème de la restitution des arts, des œuvres africaines, dans le domaine de l'art. C'est une très grande revendication aujourd'hui posée par un certain nombre de groupes, d'organisations, de citoyens. Et la question de la restitution, de la réparation, aujourd'hui, sur le plan mémoriel, ce sont des questions portées dans les jeunes générations et qui servent à des instrumentalisations politiques, à des façons, disons, de se dresser à la fois contre l'Occident, contre l'Europe, contre la France en particulier, et qui sont poussées par des puissances étrangères, disons, à la France. Donc on est rentré dans un jeu, disons, politico-mémoriel qui n'est pas négligeable. Hein, c'est une dimension dont il faut tenir compte aujourd'hui. Je prends un exemple assez classique, par exemple, lorsqu'il y a eu la polémique, vous savez, entre la France et l'Algérie sur la rente mémorielle, etc. Il y a une autre puissance qui a voulu rentrer dans ce jeu, c'est la Turquie, hein, qui a voulu, disons, utiliser cette polémique franco-algérienne. Et à ce moment-là, les Algériens ont dit aux Turcs, non, ça c'est notre histoire, laissez-nous tranquilles, on va s'en occuper nous-mêmes. Hein, mais vous n'allez pas instrumentaliser cette histoire des relations franco-algériennes, parce que tout simplement, n'oublions pas que l'Algérie a été occupée par l'Empire ottoman. Ce qui n'a pas été le cas du Maroc d'ailleurs, qui n'a pas été occupé de la même manière. Donc on a par conséquent les jeux des grandes puissances en Europe et ailleurs, qui eux aussi font valoir un certain nombre de points de vue sur les questions mémorielles. Donc vous voyez, tout ça est très, très compliqué, et la responsabilité des partis politiques, des associations, des chefs d'État sur ces questions-là est considérable, considérable. Elles ne peuvent pas se taire, elles ne peuvent pas considérer que ce sont des questions mineures. Les questions historiques sont devenues, comme elles l'ont toujours été d'ailleurs, des questions politiques. Alors Rachta, vous aurez le mot de la fin sur la quête mémorielle des nouvelles générations, des enfants, des petits-enfants et parfois des arrière-petits-enfants. Donc vous citiez à juste titre la grande production littéraire, cinématographique de ces enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, le livre d'Alès Zeniter. On peut citer aussi celui d'Emmanuel Ruben, Méditerranéenne, de la rentrée littéraire de cet automne. Est-ce que vous, d'après votre expérience personnelle, cette quête mémorielle, de quelle manière elle s'est mal ou peu transmise dans votre propre famille? Elle ne s'est pas transmise. Je ne veux pas la qualifier. Elle ne s'est pas transmise. Ça a été le silence, j'ai essayé de le dire tout à l'heure. Et je n'en veux à personne d'ailleurs. Hein. Le fait que mes parents ne m'aient pas raconté, ça ne me paraît... Je les comprends. C'est quelque chose de douloureux qu'ils n'ont pas voulu me faire porter, en fait, tout simplement. Mais... Et pourquoi donc ils n'ont pas voulu vous le faire porter, à votre avis? Comment vous l'expliquez, ça? Parce qu'ils voulaient que je démarre dans la vie le plus léger possible, ne pas me lester dès le départ de cette histoire lourde. Et je crois qu'ils ont eu raison. Parce que cette histoire, de toute façon, un jour, elle vous rattrape et vous la réglez vous-même. Et je préfère, à titre personnel, j'ai fait mes propres recherches depuis une bonne vingtaine d'années. J'ai fait d'abord des recherches familiales, iconographiques, d'état civil, etc. J'ai fait mes recherches pour savoir qui j'étais véritablement. Et puis tout doucement, d'autres
d'autres personnages, des oncles, des tantes sont apparus pour me donner des moments de biographie, des choses qui font que j'ai raconté. Donc on ne l'a pas transmise. Et mon rôle à moi aujourd'hui, c'est non pas de transmettre mon histoire, tout le monde s'en fiche à la limite, mais c'est de transmettre aux générations qui arrivent les clés pour pouvoir ne pas retomber dans le même schéma de soit trop de silence, soit trop de bruit. C'est ça qui m'étonne. Soit on ignore complètement la question, soit on la surinvestit, soit on est une victime de l'histoire, soit on est quelqu'un qui veut régler l'histoire. Donc, moi, il me semble que les choses sont ainsi. On ne va pas... Et je respecte à un point extraordinaire le travail de Benjamin, parce qu'on a besoin de ce travail-là. On en a besoin à titre individuel aussi. Que chacun d'entre nous essaie de se retrouver. Et puis je sais que Benjamin, en écrivant ses livres d'histoire, il a raconté sa propre histoire aussi. Et donc, moi, je le fais un peu à l'envers. Parce qu'il faut rappeler que Benjamin Stora est issu d'une famille juive d'Algérie, de Constantine. Donc, parmi ce qu'on a appelé les rapatriés d'Algérie ou encore les pieds noirs, il y avait, si je ne me trompe pas, Benjamin, 140 000 juifs à peu près. Et pour conclure, sur l'aspect humain, qui est celui que j'ai voulu défendre ici, rendre hommage à Xavier, parce que Xavier n'a aucun lien avec l'Algérie. On s'est rencontrés lorsqu'il était lors de son premier mandat. Et j'ai rarement rencontré quelqu'un qui s'est autant intéressé à un peuple avec lequel il n'avait pas de relation particulière. Et je pense que de ce point de vue-là, il a exercé sa responsabilité bien plus de diplomate, d'homme qui croit en la relation avec l'autre. Et je pense qu'on a aussi besoin de ça. Et que très souvent, ce dont on souffre, c'est d'une ignorance mutuelle. C'est-à-dire que très souvent, on a des images plaquées sur ce qu'est l'Algérie ou le Maroc. Et parfois, les Algériens et les Marocains, ils ont une image assez précise quand même de ce qu'est la société française. Donc il y a souvent un déséquilibre. Juste sur, on disait tout à l'heure l'histoire des frontières, des visas, etc. C'est vrai que c'est une question essentielle. Moi, je ne suis pas un technicien. Mais j'entends aussi qu'un pays comme la France essaie de se protéger de l'immigration clandestine, notamment. Je le comprends tout à fait, mais je sais aussi que quand je vois la question de l'autre côté, je vois très bien que l'affaire des visas a surtout handicapé des gens qui voulaient venir en toute légalité, passer quelques semaines ou quelques mois, et que ce sont ces personnes-là qui ont été empêchées. Et ça n'empêche pas que chaque jour, il y ait plusieurs dizaines de morts sur la Méditerranée, qu'ils viennent de Tunisie, de Libye, d'Algérie, du Maroc ou de plus loin, et que donc cette question-là, elle continue d'être forte. Non, sur la question des frontières, j'avais envie de conclure à titre personnel sur une petite image personnelle, c'est que très longtemps, ces pays ont été fermés l'un vis-à-vis de l'autre, hein, c'est-à-dire que c'était difficile d'y aller, même pour moi à une époque. Ensuite, ça s'est ouvert. Ce que je constate que pour les jeunes générations, le digital, le numérique a tout changé. C'est-à-dire qu'il y a une instantanéité dans la connaissance de l'autre qui est redoutable. Un disque sort à Paris, il est partagé à Alger et à Rabat dans la demi-journée. Un livre sort à Alger, le livre de Xavier est sorti à Alger, il a eu autant de succès à Alger qu'à Paris. Je veux dire que ces frontières... La version algérienne est épuisée en Algérie. Elle est épuisée, oui. Que ces frontières-là, elles ont existé, mais que ça rejoint les questions de géopolitique que vous posiez à Benjamin, c'est qu'on se rend bien compte qu'il y a là aussi en matière de géopolitique des plaques tectoniques qui sont en train de bouger d'une façon extraordinaire. Et que moi, ma conviction, et c'est tout l'objet de Plume, c'est qu'entre les deux blocs, l'Est et l'Ouest, il y a cet axe que j'appelle euro-méditerranéen qui porte en lui quelque chose de développement entre nous, de développement économique notamment, et qui ne peut que se faire avec des populations qui se connaissent aussi bien. C'est plus facile pour un Français de commercer a priori avec un entrepreneur du Maghreb que de le faire avec un entrepreneur de Macao. C'est plus facile aujourd'hui où l'on parle de nécessité de relocalisation de l'industrie pharmaceutique, par exemple, de la relocaliser de l'autre côté de la Méditerranée, où il y a par ailleurs une capacité à faire de l'industrie pharmaceutique importante. Bref, c'est de la géopolitique au sens, là, pour le coup, stratosphérique, mais quand on la regarde au niveau des êtres humains, et je reprends l'exemple du clip de Dizzy Snake, quand ce clip, qui est chanté en arabe, par quelqu'un dont le père est français et la mère algérienne, si je ne me trompe pas, qui fait ça sur de la musique de rail avec des images d'Algérie qui sont particulièrement belles, et que ce clip est diffusé un peu partout dans le monde, il est vu par le public mondial comme un clip euro-méditerranéen.
Et c'est ça que j'essaie, moi, de défendre. Merci beaucoup à tous les trois. Et il va y avoir une séance de dédicace. Il va y avoir une séance de dédicace dans la librairie éphémère qui est juste à droite en sortant de cette... On a droit à des questions, tout ça, je vais le dire tout de suite après. Je suis très contrôlée par mes intervenants, comme vous pouvez remarquer. Et donc une séance de dédicace de Xavier Driancourt et Benjamin Stora pour leur ouvrage respectif à 16h15. Et vous trouverez aussi le hors-série de l'Obs sur les 132 ans d'Algérie coloniale qui est en vente dans cette librairie. Donc on va essayer de tenir le timing et on va vous laisser la parole pour quelques questions jusqu'à 16h. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? J'oserais poser une question, bien qu'elle soit très limitée par rapport au vaste sujet que vous avez traité. Cette question, je me permettrai de l'adresser à Benjamin Stora. Concernant le travail qu'il a fait sur toute l'histoire, il me semble, mais peut-être n'ai-je pas tout lu, il me semble qu'il y a un blanc dans votre histoire, le blanc qui concerne toute la période, disons, des années 70 jusqu'aux années 90, où il y a eu une coopération française en Algérie, j'en ai fait partie. J'ai un souvenir ému de mon séjour en Algérie qui a duré une dizaine d'années, et je suis surpris de ne pas trouver mention de toute cette activité-là dans vos livres. Peut-être n'ai-je pas tout lu. Effectivement, vous n'avez pas tout lu. C'est ça. Effectivement. Il faut lire l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance. Dans l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance, donc il est fait mention effectivement, de la coopération, que certains ont pu appeler improprement d'ailleurs les pieds rouges, mais qui n'étaient pas des pieds rouges, parce que les pieds rouges, c'était les militants qui sont partis construire le socialisme en Algérie après 62. Les coopérants, c'est autre chose, effectivement, mais beaucoup étaient de gauche quand même, hein, parce que choisir l'Algérie après 62 dans la coopération, c'était quand même très marqué. Et effectivement, il y a eu beaucoup de coopérants qui sont partis en Algérie. Il y a une première vague qui s'est quand même interrompue un peu après le coup d'État de 65, qui s'est aussi interrompue après la nationalisation du pétrole et du gaz de 71. Donc je sais qu'il y a beaucoup de coopérants à l'université d'Alger qui ont quitté à ce moment-là l'Algérie. Bon, je connais personnellement par exemple des gens comme Étienne Balibar, comme René Galissot, comme Jean Leca, comme Jean-Claude Vatin, qui sont des universitaires qui ont beaucoup travaillé sur l'Algérie après coup et qui sont partis à ce moment-là. C'est-à-dire qui ont quitté leur fonction, disons, d'enseignants à ce moment-là. Donc il y a effectivement eu une coopération qui était très forte, qui a duré grosso modo, pour aller vite, de 62 aux années 80, mais qui a quand même connu un temps d'arrêt lorsque Ahmed Taleb Ibrahimi a décidé de arabiser, par exemple, l'appareil scolaire à partir de 1975, ce qui a porté un coup d'arrêt quand même à la coopération, notamment sur le plan de l'éducation nationale, hein, parce que l'arabisation qui était décidée à partir de 1975, eh bien, a freiné, disons, l'arrivée de coopérants en langue française. Donc vous voyez, je connais un petit peu ce sujet, c'est un sujet important. Il y a aussi la coopération de type économique au sens strict du terme, c'est-à-dire, bon, naturellement, l'hydrocarbure. Les hydrocarbures, ça c'est une coopération économique extrêmement importante, mais Xavier Driancourt, qui a été ambassadeur de nombreuses années en Algérie, en connaît encore beaucoup plus que moi sur le terrain de la coopération économique entre la France et l'Algérie. Donc je lui laisse la parole sur la coopération économique entre la France et l'Algérie, qui est quand même très importante. C'est une coopération très importante, mais elle pourrait être encore beaucoup plus importante parce que, effectivement, aujourd'hui, il y a les Turcs, il y a les Chinois, il y a les Russes qui sont plus présents que nous. Elle pourrait être plus importante, cette relation économique, parce que pour un entrepreneur de Marseille, Alger et l'Algérie, c'est pas plus loin que Lille ou Strasbourg ou Quimper ou Caen même.
Donc tout le bassin méditerranéen, ce qui va de Marseille à Toulouse, il y a beaucoup de PME qui travaillaient de longue date, souvent même avant 62 avec l'Algérie, et qui aujourd'hui, pour des raisons X ou Y, ont arrêté de travailler avec l'Algérie. Et c'est dommage parce que c'est effectivement un peu l'arrière-pays. Et je pense que c'est ça qui fait partie aussi des liens humains entre les deux pays. Et dans les foires ou dans les salons économiques ou industriels en Algérie, je tombais souvent sur des PME qui me disaient mon père venait déjà à Alger dans les années 50, donc moi en reprenant l'entreprise, je continue à venir chaque année au salon de la vis ou au salon du boulon machin ou au salon de l'équipement industriel. Donc voilà, il y a des liens qui sont des liens économiques, mais aussi des liens très, très personnels. Et ça, on le retrouve, je crois, pas avec beaucoup d'autres pays. Une autre question ? Tout d'abord, je vous apprécie énormément parce que je vais partir d'ici avec plus d'espoir. Donc, merci à vous quatre. En tant qu'anglophone, je m'excuse en avance pour l'accent et les problèmes. Je vais chercher mes mots pour m'exprimer. Plusieurs personnes ont évoqué les générations à venir et l'importance de regarder avec une vision vaste. Et personnellement, je crois que ça c'est vraiment la réponse à toutes nos questions géopolitiques aujourd'hui. Et je me permets en tant que quelqu'un né à Washington, D.C., donc je suis binationale franco-américaine, mais avec toute la souffrance que j'ai en tant que côté américain, de voir les problèmes qui existent dans notre monde aujourd'hui. Je crois que notre, soi-disant, ordre mondial passe par quelque chose qui a été créé par les Occidents et surtout américains. Et je crois que c'est lié avec même la discussion franco-algérienne. J'ai entendu le mot « dépasser » tout à l'heure par M. Ahab. L'importance de dépasser les clivages même étatiques, et nationaux, et regarder l'être humain au centre. Et je crois que, par exemple, l'éducation des droits de l'homme, droits humains, par surtout les arts, la musique et tous les arts, même si ça prend de plus de temps, parfois, c'est le plus sûr, à mon avis, que pour créer un monde meilleur, plus apaisé, qui n'est pas figé sur les identités, soit étatiques, soit autres. Donc l'idée de citoyenneté du monde. Je sais que ce n'est pas vraiment une question, mais si vous voulez réagir, si vous avez suivi cette longue explication-là, je vous invite à répondre. Merci, madame. Est-ce que l'un de vous veut réagir ? Merci, madame. Ce n'est pas une question, mais je vais quand même y répondre. Je partage vraiment beaucoup de ce que vous avez dit sur la notion de dépassement, sur la notion de citoyenneté. En même temps, je ne suis pas naïf. Je sais que ça ne suffira pas et que la géopolitique, les rapports entre les États et l'ordre mondial que vous évoquiez, on ne le bousculera pas. Il s'agit simplement pour moi d'essayer de passer dans les interstices, les trous où on peut passer. Et je vous rejoins là encore, c'est effectivement notamment par la culture au sens large qu'on peut essayer de partager quelque chose sans qu'il y ait des barrières qui se posent. Je ne suis pas naïf en disant ça, je sais que c'est compliqué, mais c'est vrai que dans l'idée même de ce forum et dans l'idée même du rapprochement entre les uns et les autres, s'il n'y a pas un moment où on a un contact humain avec l'autre, comment peut-on le connaître ? Comment peut-on l'apprécier ? Et
comment faire en sorte qu'il y ait un moment, il vous apporte quelque chose aussi. Merci. Je m'associe tout d'abord à l'hommage qui a été rendu indirectement à Gisèle Halimi. Je voudrais poser la question à M. l'ambassadeur. Mis à part le préalable excuse, et pour qu'il passe de nouveau ce rendez-vous raté de 2003, qu'est-ce qui différencie la France à d'autres puissances coloniales comme l'Allemagne et la Belgique, qui, à défaut de s'excuser, ont reconnu un certain nombre de choses? Qu'est-ce qui bloque? Ce qui différencie la France par rapport aux pays que vous avez cités, c'est l'immensité et la durée de son empire colonial. Comme l'a dit tout à l'heure Benjamin Stora, la Belgique avait le Congo qui était une possession personnelle du roi des Belges. L'Allemagne a eu la Namibie et le Tanganyika, la Tanzanie aujourd'hui, donc et quelques îles dans le Pacifique, c'est assez limité. Du coup, la question des excuses ou la question mémorielle se pose de manière très différente, tandis que la France avait un empire colonial en Afrique, en Asie, des îles de l'océan Indien. Et comme on le rappelait tout à l'heure, l'Algérie, ce n'était pas une colonie, c'était un département français. C'était la France au sud de la Méditerranée. Donc c'était une colonie de peuplement, c'est un département sur le plan administratif et qui dépendait du ministre de l'Intérieur, mais qui était administré de manière différente qu'un département de la France métropolitaine. Donc c'est ça la caractéristique et la difficulté de cette histoire coloniale. Et certains ont connu, et en tout cas Benjamin Stora l'a connu, et Rachid aussi, ce qui s'appelait le musée des colonies à Paris, qui est devenu le musée de l'histoire de l'immigration que Benjamin Stora a présidé il y a quelques années, décrivait cet empire colonial dans sa diversité. On peut prendre une toute dernière question, s'il y en a une. Et s'il n'y en a pas, eh ben, écoutez, merci. Ah si, il y a une question. Oui, bon, merci beaucoup à vous pour ces interventions. Moi, j'aimerais juste savoir aujourd'hui, les historiens algériens, où en sont-ils dans l'histoire de la guerre d'Algérie? Il y a eu des difficultés sous les gouvernements précédents pour pouvoir accéder à des archives et pouvoir faire une histoire qui ne soit pas instrumentalisée par le pouvoir. Donc, quelle est votre réponse? Ou savez-vous, Monsieur Stora, où on en est par rapport à vos amis historiens algériens? Les historiens algériens, c'est comme en France, dans le fond, ils se répartissent sur toute la sphère académique et politique. Il y a ceux qui sont des historiens très nationalistes, d'obédience baasiste, il y a des historiens très nationalistes d'obédience religieuse islamiste, il y a des historiens qui sont très se revendiquant du socialisme, et donc de la révolution socialiste au sens large, donc du communisme. Et il y a des historiens qui regardent du côté de la France, il y a des historiens algériens qui vivent en France. Et donc vous voyez, quand on dit les historiens algériens, c'est compliqué. Et c'est vaste, quoi. C'est comme les Algériens ou les Français. Donc les historiens algériens, dans toutes leurs composantes, ont produit beaucoup d'ouvrages qui ont été soit très peu traduits en langue française, soit n'ont pas franchi la Méditerranée. Je prends un exemple. Il y a un grand historien algérien qui s'appelle Mahfoud Kaddash. Il a écrit une grande histoire du nationalisme algérien en 3 volumes qui n'a jamais été publié en France. Il a écrit en français, il a été édité en français. Ça n'a jamais été édité en France. Donc il y a aussi des difficultés de transmission et de passage d'une rive à l'autre de la Méditerranée. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que, dans le fond, de l'autre côté du Maghreb, il ne se passe rien, il n'y a pas de littérature, il y a très peu de choses, etc. Non, ce n'est pas si évident que ça. Il y a un problème de circulation pratique qui existe entre les deux rives. Et je citais des exemples d'historiens disons algériens, mais on pourrait citer les exemples aussi d'historiens marocains qui ont beaucoup travaillé sur l'histoire de la colonisation française et dont les œuvres sont très peu connues en France. Donc il y a aussi
il faut serrer les questions, quoi. Et puis, il y a aussi les témoignages d'acteurs, les témoignages d'hommes, de femmes, qui ont été publiés en Algérie, quelquefois en langue française, pas seulement en arabe. Il y a énormément de témoignages. Bon, Ali Kafi a été un responsable. Il y a les mémoires de Ben Tobal qui viennent de sortir en Algérie, d'ailleurs, qui font problème, qui font une discussion. Et je pourrais citer d'autres types de grands responsables qui ont publié en Algérie, comme Omar Boudaoud a écrit ses mémoires, qui était le patron de la Fédération de France, etc. Tous ces ouvrages, Reda Malek, tous ces ouvrages n'ont pas été diffusés en France. Donc les ouvrages des historiens algériens, comme les ouvrages d'acteurs algériens, sont très peu connus du public français, parce qu'ils livrent une version algérienne du conflit, de l'histoire, du nationalisme. Et donc, par conséquent, viennent se heurter, sans le dire, à une conception, disons, française de cette histoire et de la guerre. Donc il faut aussi rétablir ça. Alors maintenant, je réponds quand même à votre question, mais je préfère préciser tout ça parce que malheureusement, on connaît mal, hein, ici en France, toutes les productions algériennes. Maintenant, il est évident qu'il y a des difficultés pour les historiens algériens. Lorsque j'ai fait mon rapport, il y a eu une pétition d'historiens algériens qui ont, à leur tour, demandé l'ouverture des archives algériennes, parce qu'il y a des choses importantes dans les archives algériennes sur l'histoire de la guerre et de la colonisation, et ils ont eu raison de demander ces ouvertures d'archives pour pouvoir écrire aussi l'histoire de leur pays sans dépendre obligatoirement des archives étatiques coloniales françaises. Donc il y a aussi cette bataille que mènent ces historiens algériens dans des conditions difficiles, dans des conditions courageuses. Et la perspective d'une commission mixte franco-algérienne, c'est aussi la possibilité, pourquoi pas, d'ouverture des archives des deux côtés de la Méditerranée. C'est ce qui a été spécifié dans l'accord qui a été signé entre les deux chefs d'État. Hein, la formule figure en tant que telle. Est-ce que ce sera possible? Est-ce que ce sera réalisable? Je n'en sais rien. Mais enfin, la perspective existe. Voilà, je vous remercie. Merci à Xavier Driancourt, Benjamin Stora et Rachid Arabe. Merci à vous toutes d'être venus, vous toutes et vous tous, d'être venus assister à cette table ronde sur Algérie, France, comment réconcilier, quelle diplomatie pour réconcilier les mémoires. Rendez-vous à 16h15 donc avec Xavier Driancourt qui va dédicacer son dernier ouvrage. L'énigme algérienne, avec Benjamin Stora qui dédicacera les passions algériennes et d'autres livres, notamment une histoire dessinée des Juifs d'Algérie et d'autres encore, parce qu'il en a écrit beaucoup. Et vous pourrez aussi trouver donc, le hors-série de l'Obs sur la colonisation en Algérie. Merci encore.